Toute pensée de sa nature s'exerce par des voies inconscientes. Sans aucun doute, ce n'est pas le principe du plaisir qui le gouverne, mais c'est dans un champ qui est celui, au premier abord à titre de champ inconscient, qui était ce que nous pouvions attendre comme soumis au principe du plaisir. De ce qui se passe au niveau des processus internes, et le processus de la pensée en fait partie, le sujet, dans sa conscience, ne reçoit d'autres signes, nous dit Freud, que des signes de plaisir ou de peine. Comme pour tous les autres processus inconscients, rien d'autre ne parvient à la conscience que ces signes de plaisir ou de peine. Comment donc avons-nous quelque appréhension de ces processus de la pensée ? Ici encore, Freud répond d'une façon pleinement articulée, uniquement dans la mesure où se produisent des paroles. Ce qu'on interprète communément, et bien sûr avec cette pente de facilité qui est propre à toute réflexion qui reste, malgré elle toujours entachée, si l'on peut dire, de parallélisme, ce qu'on interprète d'ordinaire en disant « mais bien sûr, Freud nous dit là que les paroles, c'est ce qui caractérise le passage dans le préconscient », mais le passage justement de quoi ? Des mouvements en tant qu'ils sont ceux de l'inconscient. Ce qu'il en est des processus de la pensée, nous dit Freud, ne nous est connu que par des paroles. Le connu de l'inconscient, c'est quelque chose qui nous vient en fonction de paroles, et ceci est articulé de la façon la plus précise, la plus puissante dans l'Entwurf, sous la forme suivante. Par exemple, que nous n'aurions de l'objet désagréable, comme tel et en tant qu'objet, que la notion la plus confuse qui, à la vérité, ne le détacherait jamais du contexte, dont il ferait simplement le point non dit, mais qui arracherait avec lui tout le contexte circonstanciel. L'objet en tant que tel, nous dit Freud, ne se signale au niveau de la conscience que pour autant, ceci est articulé pleinement, que la douleur fait au sujet pousser un cri. L'existence du Feindlich Object comme tel, c'est le cri du sujet. Ceci est articulé dès l'Entwurf et nous montre la fonction qu'il remplit comme processus de décharge et comme ce pont au niveau duquel quelque chose peut être attrapé dans la conscience du sujet de ce qui se passe. C'est en tant que la conscience du sujet attrape quelque chose au niveau de la décharge du cri que quelque chose peut être identifié, qui est ce vécu du Feindlich Object, lequel resterait, comme tous les autres, obscur et inconscient, si le cri ne venait pas lui donner, pour ce qui est de la conscience, le signe qui lui donne son poids, sa présence, sa structure. Et qui du même coup, avec ce développement, le développement que lui donne le fait que les objets majeurs dont il s'agit pour le sujet humain sont des objets parlants qui lui permettront de voir se révéler dans le discours des autres les processus qui sont effectivement ceux qui habitent son inconscient. Si l'inconscient nous est révélé, pour autant que nous ne le saisissons que dans son explication, en fin de compte dans ce qu'il en est articulé de ce qui se passe en parole, c'est à partir de là que nous avons le droit, et nous avons d'autant plus le droit que la suite des événements, la suite de la découverte freudienne nous le montre, de nous apercevoir que lui-même, cet inconscient, n'a pas une autre structure, au dernier terme, qu'une structure de langage. Et c'est ce qui fait le prix et la valeur des théories atomistiques. Les théories atomistiques n'ont aucune espèce de rapport, ne recouvrent absolument rien de ce qu'elles prétendent recouvrir, à savoir ce qui serait un certain nombre d'atomes de l'appareil neuronique, d'éléments prétendus individualisés de la trame nerveuse, mais par contre, toute la théorie, aussi bien des rapports de contiguïté que de continuité, illustre admirablement la structure signifiante comme telle,
pour autant qu'elle est intéressée dans toute opération de langage. Qu'est-ce que nous voyons donc se présenter avec ce tableau? À savoir avec ce double entrecroisement des efforts respectifs du principe de réalité et du principe de plaisir l'un sur l'autre. Le principe de réalité, pour autant que gouvernant ce qui se passe au niveau de la pensée, ce n'est que pour autant que de la pensée revient quelque chose qui, dans l'expérience interhumaine, trouve à s'articuler en paroles, qu'il peut, comme principe de la pensée, venir à la connaissance du sujet, venir dans le conscient. Inversement, que l'inconscient, lui, c'est pour autant que ce qui se passe au niveau d'éléments qui sont des éléments, des composés logiques, qui sont quelque chose de l'ordre du logos, qui sont articulés sous la forme d'un orthos logos, si vous voulez, d'un logos caché au cœur du lieu où, pour le sujet, s'exercent ces passages, ces transferts motivés par l'attraction et la nécessité, l'inertie du plaisir, et qui feront pour lui indifféremment valoir tel signe plutôt que tel autre, pour autant qu'il peut venir à substitution du premier signe, ou, au contraire, voir se transférer à lui la charge affective liée à une première expérience. Nous voyons donc là nécessiter à ces trois niveaux s'ordonner trois ordres qui sont respectivement un, d'une substance, disons, de l'expérience ou sujet d'une expérience qui correspondent à l'opposition principe de réalité, principe du plaisir. Deux, d'une expérience, non pardon, d'un procès de l'expérience qui correspond à l'opposition de la pensée à la perception. Mais ici, que voyons-nous? Le procès de l'expérience psychique se divise selon qu'il s'agit de A, de la perception liée à l'activité hallucinatoire, au principe du plaisir. C'est ce que Freud appelle réalité psychique. Autrement dit, c'est un procès en tant qu'il est procès de fiction. 2B, à distinguer de cet autre terme qui s'appelle les processus de pensée, par quoi effectivement se réalise l'activité tendancielle, c'est à savoir le processus appétitif, pour autant que le processus appétitif, qui est un processus de recherche, de reconnaissance, comme Freud l'a expliqué plus tard, de retrouvailles de l'objet, s'exerce quelque part, c'est là l'autre face de la réalité psychique, son procès en tant qu'inconscient aussi, qui est un procès d'appétit. Et 3, au niveau enfin de l'objectivation ou de l'objet, nous avons ici le connu et l'inconnu. C'est parce que ce qui est connu ne peut être connu qu'en parole que ce qui est inconnu se présente comme ayant une structure de langage. Et ceci nous permet de reposer la question de ce qu'il en est au niveau du sujet. De même que l'opposition fiction-appétit, connaissable-non connaissable, divise ce qui se passe au niveau du procès et de l'objet, au niveau du sujet, nous devons nous demander en quoi consiste, au dernier terme, l'appréhension, le versant que nous pouvons mettre du point de vue de la réalité entre l'un et l'autre des deux principes. Eh bien, je vous propose de le qualifier ainsi. Ce qui se présente comme substance au sujet, au niveau du principe du plaisir, c'est le bien du sujet, pour autant que le plaisir gouverne l'activité subjective. C'est le bien, c'est l'idée du bien qui le supporte. Et c'est pour cela que de tout temps, les éthiciens n'ont pas pu moins faire que d'essayer d'identifier ces deux termes, pourtant fondamentalement si antinomiques, que sont le plaisir et le bien. Dès lors, est-ce qu'en face, ici, nous ne pouvons pas mettre toute chose au niveau du substrat de réalité de l'opération subjective?
quelque chose qui est un point d'interrogation. Quelle est cette figure nouvelle qui nous est apportée par Freud dans l'opposition principe de réalité, principe du plaisir? Assurément, c'est une figure problématique. Freud ne songe pas un seul instant à identifier l'adéquation à la réalité, à un bien quelconque. Dans le malaise, dans la civilisation, Freud nous dit « Assurément, la civilisation, la culture, en demande trop au sujet. S'il y a quelque chose qui s'appelle son bien et son bonheur, il n'y a rien à attendre, ni du microcosme, c'est-à-dire de lui-même, ni du macrocosme. » Et c'est sur ce point d'interrogation que je terminerai pour aujourd'hui.